Mmh. Alors, voilà, c'est bon. Donc l'enregistrement est lancé et je laisse la parole à Christophe donc pour ce premier webinaire technique, l'adaptation des bâtiments caprins face au changement climatique. Merci, Margot. Donc bonjour à toutes et à tous. Écoutez, heureux de pouvoir partager avec vous, les quelques connaissances qui s'accumulent depuis, quelque temps sur, l'adaptation des chèvreries entre autres, hein, aux problématiques des évolutions climatiques et notamment, des fortes chaleurs. Alors les travaux que je vais ce que je vais vous présenter, c'est issu de différents travaux, notamment issus qui ont été réalisés par l'IDEL, les chambres d'agriculture et le CNIEL, là, dans le cadre d'un travail qui a été fait ces dernières années sur l'adaptation des bâtiments bovins-lait aux fortes chaleurs. Ça, c'est une chose. Il y a aussi des travaux faits par la chambre d'agriculture, des discussions au cours de la Biennale des conseillers bâtiments qui a eu lieu à l'automne dernier. Et puis aussi, dans le cadre d'un programme dont CASDAR, dont je donnerai quelques mots tout à l'heure, qui travaille sur l'adaptation des bâtiments des petits ruminants aux fortes chaleurs. Voilà. Donc, on va aborder cette division, cet après-midi sur trois points principaux, enfin, disons deux, disons. Un, les indicateurs de stress thermique chez la chèvre, de ce qu'on en connaît aujourd'hui. Après, je dirai un mot sur le projet Bad Cool et après, on parlera de l'adaptation des chèvreries aux évolutions climatiques, notamment les fortes chaleurs, avec deux points, adapter les chèvreries existantes et puis gérer aussi en période de canicule. Et après, comme dans le cadre de la conception d'une chèvrerie neuve, qu'est-ce qu'on doit regarder un peu en priorité. Voilà. Donc, on va démarrer sur les indicateurs de stress thermique chez la chèvre. Alors, on sait qu'on a une forte sensibilité des ruminants, une forte sensibilité, oui, des ruminants aux fortes chaleurs, euh, et pour lesquels il y a des plages thermiques qui ont été, qui existent. Bon, ça, c'est celle des caprins, que ce soit les chevreaux à moins de 5 jours, entre 5 jours à 3 semaines, puis après les chevrettes et les adultes, où on a des zones de neutralité thermique, des zones d'adaptation facile, d'adaptation difficile et d'autres qui sont beaucoup plus critiques. Alors, dans les plages de plus de 25 degrés qui nous intéressent plus aujourd'hui concernant l'adaptation aux fortes chaleurs, aujourd'hui, tous les travaux qu'on a, ils sont issus des vaches laitières. Et donc là, le projet Bas de Couille, il a aussi pour but d'essayer de préciser si les débuts de niveau de stress pour les vaches laitières, c'est les mêmes en caprin ou s'il y a des gradients de température supérieurs ou inférieurs dans lesquels les chèvres commencent à rentrer en stress thermique. Voilà. Donc on saura ça, j'en parlerai tout à l'heure du projet Bas de Couille. Donc, la première chose, c'est de parler des effets sur les animaux. Hein. Et quand on parle des caprins, on peut parler aussi bien des chevreaux, chevrettes, des chèvres et des boucs. Parce qu'on a tendance un peu à oublier les boucs. Et donc, sur les effets généraux sur les animaux, ils sont multiples. Hein. Voilà, bon, sur la partie, le fonctionnement du foie, le fonctionnement du rein dans les équilibres des électrolytes, sur le comportement, augmentation du temps couché, diminution de la fréquence d'éjection et de la fréquence d'urine liée bien sûr, à la forte chaleur, augmentation de la température corporelle, problématique de fréquence respiratoire, on va voir tout à l'heure un exemple. Augmentation de la fréquence cardiaque et problématique au niveau du rumen avec augmentation de la consommation d'eau et diminution des ingestions. Et tous ces effets-là indirects, ils impactent sur le changement physiologique et le comportement des caprins avec des risques de déshydratation, voire d'acidose, etc., notamment en cas de diminution de l'ingestion, notamment de la partie fourrage. Donc ça, c'est pour donner le cadre de l'effet un peu de la forte chaleur que ça peut avoir et donc toutes les conséquences derrière. Alors,
qu'on peut voir aussi, c'est que les périodes de canicule de mai à septembre, ça correspond aussi aux périodes de repos ou aux périodes d'IA chez les chefs. Donc, pour reprendre ce qui avait été dit aux ateliers à Cap-Vert là, à l'automne dernier, sur l'atelier repro, effectivement, ben, on ne sait plus trop quand faire la repro parce qu'on se trouve toujours dans un moment donné dans une période de canicule, hein, surtout quand on fait des IA, que ce soit en mai, juin ou juillet, comme on l'a vu cette année. Et donc, spécifiquement, sur la chèvre, c'est diminution des taux d'hormones, de l'expression des chaleurs, de la qualité des ovocytes et des embryons, donc de la fécondité, des problèmes de qualité du milieu utérin et donc d'augmentation des pertes embryonnaires. Ça, c'est une chose pour la chèvre et il faut surtout pas oublier les boucs aussi, parce qu'on peut avoir, si un bouc qui prend un coup de chaud, il peut avoir une quantité de semences produites qui est diminuée, la qualité est donc diminuée, des spermatozoïdes qui sont anormaux, une problématique de libido. Et donc, tout ça, ça peut avoir une incidence que l'on fasse de l'IA ou que l'on fasse pas de l'IA. Parce qu'il faut bien préciser aussi que chez des boucs, ça peut perdurer pendant 60 jours la problématique d'une fertilité de moins bonne qualité, le temps que la spermatogenèse se remette en route et remette en place des semences de qualité. Donc on voit que les incidences, même si extérieurement on peut les voir, on voit qu'intérieurement, en termes de repro, en termes d'ingestion, et d'état physiologique de la chèvre, ça a des conséquences assez importantes. Donc, comment est-ce qu'on observe? Alors, au-delà de tout ce que je viens de dire, on peut avoir des observations dans la chèvrerie sur le comportement de l'animal et notamment, on peut mesurer au travers du score de allaitement si l'animal il est en stress thermique ou il ne l'est pas. Alors, il y a des gradients, je vous ai mis les gradients, c'est ovin, caprin. Et donc, parce que j'ai fait des mesures bas de cool, dont je reparlerai tout à l'heure, donc on quantifiait, on regardait un certain nombre d'animaux pour voir quel comportement ils avaient, pour voir si ça correspondait à un état de stress ou pas. Voilà. Et notamment, ça correspond au score de allaitement où en fonction de la grille que l'on a là, on rentre de manière plus ou moins importante dans un niveau de stress voilà, important au niveau de l'animal. Alors, je voulais vous montrer une vidéo. Tac, ça doit être ça. Tac. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai prise dans une chèvrerie un après-midi de canicule au mois de juin. Voilà, c'est pour que... euh, Donc là, on voit bien un animal, une chèvre qui est couchée et puis qui allait. Et donc, attendez que je retrouve mon petit. Et donc là, on est plutôt dans quelque chose qui se situe entre 1,5 et 2, entre un genre allaitement rapide, bouche légèrement ouverte, mouvement de poitrine rapide et facilement observable. Alors évidemment, avant de savoir si c'est exactement ça, il faut avoir comparé quelques animaux, en avoir noté quelques-uns pour voir comment ça se passe. À partir du moment où la bouche est régulièrement ouverte, alors je parle même pas de la langue qui est sortie, hein, donc là, ça commence à être dans des cas extrêmement graves. Ce que moi j'ai constaté dans les chèvreries, c'est qu'effectivement, tous les animaux ne sont pas comme ça dans la chèvrerie. Il y en a un certain nombre qui le sont, et particulièrement ben, les animaux qui sont les plus sensibles, plus ou moins malades ou qui ont du calme, etc. Ce sont eux qui vont extérioriser le plus rapidement, enfin, plus rapidement que les autres, la problématique du stress et donc avoir des problématiques de allaitement assez importantes. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui permet de voir physiquement comment ça se passe dans le troupeau. Après, en termes d'adaptation des animaux enfin,
différents niveaux de température. Donc ça, c'est une grille de bovins adultes, parce que pour l'instant, il n'y en a pas pour les caprins. Ça fait partie de l'axe de recherche BADCOOL pour essayer de préciser ces éléments-là. Donc sur la plage de 3-4 degrés jusqu'à 15 degrés, on n'a pas de problème particulier d'adaptation des bovins. Donc si on descend en température, hein, je dirais de 3 à -10, à -8, -10, donc là on a une adaptation facile des bovins. Effectivement, il y a une consommation plus importante de nourriture pour faire face à cette problématique-là. Et après, si la température descend encore, avec notamment de l'humidité et du vent, où là, l'humidité et le vent conjugués font qu'on a des risques importants euh, pour les animaux. Alors, à contrario, lorsqu'on augmente la température jusqu'à 22, voire 25 degrés, donc on a des adaptations à peu près correctes. Et après, à partir de 23 degrés et quelques, et notamment si la pathologie, si on est dans des situations d'humidité, là on commence à avoir des adaptations difficiles des bovins. Et après, au-delà de 40 degrés, après, ça commence à être très, très, très problématique. Euh, du moins pour les vaches laitières classiques qu'on a sous nos tropiques à nous, même dans d'autres pays comme l'Australie ou ailleurs, où il y a aussi des fortes chaleurs. Et puis même en Israël aussi. Donc ça, c'est des éléments. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est que ce point-là d'humidité, quand l'humidité est élevée, on voit qu'on a des entrées beaucoup plus rapides dans des niveaux de stress thermique. On va y revenir. Donc, quand on parle de confort thermique d'été au sein des bâtiments, ben, il n'y a pas que la température, hein, c'est la conjonction de plusieurs paramètres. Donc, bon, bien sûr, la température. Euh, L'hygrométrie, parce que ça pénalise l'évacuation de la chaleur. Enfin, c'est comme nous, hein, si on, enfin, vous sortez de l'avion climatisé, vous débarquez en Amazonie, au Gabon ou à Sumatra, je ne sais où l'hygrométrie, même s'il fait 28 ou 30 degrés, que l'hygrométrie est satérée, vous sortez, vous transpirez tout de suite, quoi, hein. Vous êtes pas très bien, hein. Et quand on est dans une situation d'humidité très chargée, on a du mal à évacuer la chaleur et donc on est moins bien que si on était dans le désert avec un temps sec où il n'y a quasiment pas d'humidité, très très peu d'humidité, quoi, même s'il fait plus chaud. Donc ça, c'est une chose. Le deuxième point, c'est la vitesse de l'air. Effectivement, à partir du moment où j'ai du courant d'air, hein, sachant qu'au-delà de 25 degrés, on peut commencer à faire du courant d'air sur les chèvres, on n'a pas de risque de problématique de grippe ou enfin, de coup de froid, hein, parce que effectivement, l'air va évaporer l'humidité et puis ça va refroidir l'animal. Donc ça peut abaisser donc, ce ressenti de plusieurs degrés. Et puis après, il y a d'autres points dans le bâtiment, c'est ce qui concerne le rayonnement global, à la fois le rayonnement solaire qui peut être direct ou indirect, soit par la toiture, par les murs, les bardages, les translucides, etc. Tout ça, ça participe à, à augmenter comment dire, à la fois la chaleur du bâtiment et puis le mal-être des animaux dans le bâtiment. Donc, comment on quantifie, enfin, on détermine des débuts de niveau de stress thermique. Donc, pour ça, il y a une méthode qui existe avec ce qu'on appelle le THI, le Temperature Humidity Index, qui est un indicateur qui conjugue la température et l'humidité et qui fait que, en conjuguant ces deux facteurs, on a une entrée dans une situation de stress thermique, alors, voilà, léger, modéré, marqué, etc., pour les vaches laitières. Alors là, c'est des travaux sur les vaches laitières. Pour l'instant, ces travaux n'existent pas en chèvre, mais pour l'instant, on assimile. Et puis, comme vous le savez, la chèvre, ça vient toujours après, hein, au niveau des travaux et pour plein d'autres choses aussi. Donc, c'est après que ça se fait. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est que, par exemple, ici, à 30% d'humidité relative, euh, l'entrée dans le stress léger est à 24, le stress modéré est à 27. Et plus mon humidité relative va augmenter dans l'air, sachant que
oui, plus ça va augmenter, plus je vais rentrer en niveau de stress à un niveau de température plus basse. C'est-à-dire, si je suis saturé, à 20 degrés, je commence déjà à avoir un niveau de stress. Et donc, j'attire votre attention là-dessus, parce que quand on parle de ventilation des bâtiments et d'évacuation de l'air vicié et de l'humidité, ça relève un facteur important dans le confort des animaux dans le bâtiment. Et, et je fais une parenthèse, on y reviendra après. euh, on parle de forte chaleur, la solution, c'est la brumisation. Je fais un raccourci, hein, voilà, pour arriver à ça. Et donc, si je brumise, ça veut dire que je ramène de l'humidité dans le bâtiment. Et donc là, je peux risquer, si cette brumisation elle est mal montée, elle n'est pas couplée à une ventilation extrêmement efficace, il peut arriver que ça crée plus de problèmes que ça n'en enlève. Voilà. Donc c'était une parenthèse. On verra après la façon dont on en parlera après dans les solutions de mise en œuvre. Donc ça, c'était un point important. Donc, on parle de THI. Et donc, euh, le THI 68, qui est le niveau d'entrée dans le niveau de stress. Donc là, j'ai ma barre de THI et là, j'ai un niveau de THI de situation sur un temps donné. Et on voit quand ça monte, c'est le jour, et quand ça baisse, c'est la nuit. Et en fonction des situations, on voit qu'à certains moments, ben là, ici, la nuit, je redescends en dessous de 68. Mais quand j'arrive dans cette situation-là, j'ai du mal à redescendre en dessous de 68. C'est-à-dire que là, les animaux ne peuvent pas récupérer, puisqu'ils sont toujours dans une situation de stress thermique. Alors, le positif, entre guillemets, des épisodes de canicule qu'on a eu cette année, c'est qu'on avait des températures nocturnes qui étaient plutôt basses. Et donc, c'est-à-dire que la période de canicule n'a pas duré 5 jours où la température de la nuit est restée très élevée. Ça a descendu, ce qui permet aux animaux de récupérer, parce que le THI, là, en l'occurrence, il descend, et ça permet aussi aux bâtiments de se décharger en température pour que les animaux soient mieux à partir de la fin de nuit et le matin. Donc voilà. Donc là, si effectivement, à un moment donné, si l'animal est toujours en situation de stress, c'est là que les gros problèmes arrivent. Pour aller plus loin dans la quantification ou l'analyse de la situation de stress, on a un autre index qui est le HLI, Heat Load Index, qui englobe 4 paramètres. Donc la température classique, qui est prime, une autre température, la température dite du globe noir. En fait, ça mesure la température de rayonnement qu'il y a dans un bâtiment. C'est un thermomètre spécial, je vais vous le montrer. Voilà. Euh, Ça tient compte des rayonnements liés au translucide ou des rayonnements liés aux parois du bâtiment. Si le bâtiment, notamment dès qu'on a des choses en parpaing en béton qui accumulent de la chaleur ou du métal et qui la restituent à l'intérieur du bâtiment, ça tient compte de ça. Ça tient compte de l'humidité relative, c'est ce HLI, et aussi de la vitesse de l'air. Et ce que je vous ai mis en bas, ce HLI, il est calculé lorsqu'on fait des mesures dans des bâtiments, notamment au travers du programme BATCOOL. On mesure les jours de canicule, comment ça se passe dans l'air paillé. Et là, vous avez dans le dessin que vous voyez, un couloir d'alimentation en gris et de chaque côté des zones qui sont colorées qui correspondent à des prises de mesure avec différents gradients de couleur. Et donc, chaque case, ça correspond à une mesure. Donc, c'est quand on a une feuille Excel et on rentre des valeurs et puis ça donne, ça donne une couleur. Et là, en l'occurrence, ça c'est une bergerie, enfin, une bergerie chèvrerie, c'est pareil en termes de dimensionnement et de fonctionnement. Euh, Là, on a pris des mesures tous les 2 mètres, une au bord de la façade, une au milieu de l'air paillé, une au bord de
du couloir d'alimentation et après rebelote, une autre mesure sur cette longueur, une autre ici et une autre ici. Et tout ça, ça nous donne des petits quadrillés qui sont la conjugaison de la vitesse de l'air, de l'humidité relative, de la température globe noire et de la température normale, et ça donne une couleur. Et ça donne des endroits qui sont plus favorables que d'autres. Et donc le vert, c'est mieux, et le rouge, c'est moins bien. Alors ici, on est plutôt sud-ouest, sud-ouest. Et là, pour vous expliquer, par rapport à ce bâtiment dans lequel j'ai pris la mesure, i- pardon. Ici, j'ai ma façade qui est ici, où j'ai un claire-voie coulissant, avec un petit peu d'air qui rentre, mais pas beaucoup. Et ici, j'ai un rideau mobile, celui que vous avez vu là sur la photo de la première page, là. Ça correspond à ce bâtiment-là. Donc on voit que cette zone-là, alors il n'y a pas d'animaux ici, hein. Cette zone-là est beaucoup plus, parce que le rideau est ouvert, il y a un grand rideau qui est ouvert sur 4 mètres. Donc effectivement, on peut avoir de l'air qui rentre, donc une zone qui est beaucoup plus favorable ici. Et puis là, une zone qui est beaucoup moins ventilée, donc qui est moins favorable pour les animaux. Alors bon, il y a toujours des petits bouts de machin, des moments. Par rapport à la prise de mesure, quand on prend la mesure ici, qu'on prend une mesure tous les 2 mètres, puis ça fait 30 mètres ou 40 mètres, ben, il faut un certain temps. Donc, à un moment donné, s'il y a un coup de vent, ben, on va le répertorier ici quand on a pris la mesure, puis après, quand il n'y a plus de vent, il n'y en a plus. Bon. Et ça donne un indicateur pour déterminer si des zones elles sont plutôt favorables ou pas favorables dans un bâtiment dans une période de canicule, sachant que on fait ça à un moment donné, à un temps T, et que ben, on ne peut pas comment dire, forcément l'extrapoler comme ça. Il faut prendre un peu de recul par rapport à l'analyse. Si dans certains bâtiments, il y a des ventilateurs qui sont positionnés, ça permet de voir à l'endroit où il y a les ventilateurs quelles sont les zones les plus intéressantes. S'ils sont bien positionnés, ben, tout se traverse. S'ils sont mal positionnés, on aura des zones en vert et des zones en rouge. Les zones en vert est un recevement de l'air, les animaux se concentrent dessous. Puis la zone en rouge, c'est parce que par exemple, mes ventilateurs sont trop espacés, donc j'ai une zone qui n'a pas de courant d'air, donc les animaux n'y viennent pas, par exemple. Voilà. Donc, euh, il existe aussi une application d'alerte, hein, qui s'appelle Thermotool, qui est fait par CCPA. Peut-être certains connaissent, hein, ou ont déjà ce truc-là. Donc, il y a une vidéo juste pour le présenter que je vais juste vous montrer. Je sors de ça. Fais échappe, sinon Christophe, je pense que ça va quitter la vidéo. Ah, voilà. Ils n'avaient pas pris mon écharpe, pardon. Ok, je reviens donc je reviens à cette application. Donc là, ce qu'on voit, c'est mon écran toujours. Je vais Oui. oh, mince. Voilà. Et je vais essayer de montrer l'écran, si je peux montrer l'écran. Là, c'est Teams qu'on voit. On voit Teams? Ouais. Pardon. Alors, ouais, bon, alors. Là, Là, c'est vous bon. voyez, là, tu vois Diapo. l'écran? Diapo.
Alors, je vais essayer. C'était pour montrer l'écran de mon smartphone, mais je ne sais pas si je vais Ah. montrer. Donc, si je reviens sur Teams, voilà. Donc, si je suis là. Là, tu vois toujours. Là, je Vous vois me le voyez? diapo dans le fond et le Teams en petit devant. Le diapo dans vous, donc c'est pas moi que vous voyez. D'accord. Si j'arrête le diaporama. Là, c'est bon. On te voit en plus grand. D'accord. Donc là, donc c'est une application qui est sur smartphone. Là, je l'ai. Donc là, on voit que il y a marqué. Je ne sais pas si vous le voyez, non? Non, parce que du coup, vu que tu as un Ah, fond, l'ordi reconnaît que c'est pas un humain et ah du oui, coup, il d'accord. met le Bon, ok, fond ça devant. marche. Bon, c'est pas grave. Donc, enfin bon, c'est facile à télécharger. Ça peut concerner les vaches, les brebis, les bovins, etc. On choisit son truc, on choisit l'endroit où on est, et puis et ça nous donne un indice de stress thermique qui correspond au THI. C'est pas si développé, ça comprend l'humidité et la température, on voit la vitesse de l'air. Puis ça prévient des alertes tous les jours. Donc, bon, la problématique qu'on a avec avec la canicule, c'est de pouvoir anticiper. Donc c'est bon, on voit mon écran? Oui, c'est bon. D'accord. C'est de pouvoir anticiper ce qui va se passer pour pouvoir réagir en prévision, enfin, en amont des journées de canicule, si on a des interventions à faire sur le bâtiment ou la gestion du bâtiment ou la préparation des chèvres ou l'alimentation. Parce que cet aspect-là, il effectivement est important. Donc voilà ce que je voulais dire. Ça avance. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur les indicateurs de stress thermique. Donc, si là, il y a des questions, on peut les prendre maintenant ou alors on continue. Alors, on n'en a pas dans le chat. Est-ce que certains d'entre vous en auraient à poser à l'oral directement? Tous tes indicateurs devaient être très clairs, Christophe. Bah, écoute, merci. On verra à la fin. OK. Donc, alors, BATCOOL. BATCOOL, de l'acronyme Bâtiment adapté aux températures élevées pour les caprins, ovins, viande et ovins lait. Voilà. Il y en a qui ont fait la cogitation intellectuelle pour trouver le mot BATCOOL, mais ça correspond bien à ce qu'on fait. Donc, c'est un projet CASDAR qui comprend les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et PACA, pardon, euh, avec l'association, donc principalement de l'IDEL, des chambres d'agriculture, maisons d'élevage, etc. Il y a un certain nombre d'acteurs, hein. Et c'est bien axé sur les petits ruminants, les ovins lait, ovins viande, caprins lait, et puis les agneaux à l'engrais. Bon, il y a plein d'autres partenaires complémentaires, on peut faire le tour. Donc, le projet, c'est quoi? Donc, ben, c'est essayer de. L'objectif étant euh, de faire en sorte que demain, les bâtiments qui existent ou les bâtiments que l'on crée, ils soient le mieux adaptés aux fortes chaleurs par rapport aux évolutions climatiques. Alors que quand on parle du bâtiment, on parle du bâtiment lui-même, la gestion du bâtiment et tout ce qui va être autour du bâtiment aussi. On n'est pas concentré que sur le bâtiment. Donc c'est déjà d'identifier, recenser des solutions qui existent déjà, parce qu'on ne part pas de zéro, il y a des choses qui existent. Euh, de formuler des propositions de conseils sur les équipements qui limitent le stress thermique, tout en prenant en compte la problématique économique, l'organisation, les problématiques environnementales. Créer des références donc en matière de stress climatique pour les ruminants, donc les seuils THI et HLI qui existent pour les vaches, mais qui aujourd'hui ne sont pas évalués, qui n'ont pas été évalués et quantifiés pour les petits ruminants. Donc ces éléments-là, ça va se faire plutôt dans les stations expérimentales type INRA de Lusignan ou Ferme du Pradel et autres, où là, où ils font des mesures, etc. Ils peuvent aller beaucoup plus loin. Euh, et puis il y a aussi d'évaluer, tester les solutions qui existent déjà ou des solutions qui seraient mises en œuvre dans des exploitations d'élevage qui existent, chez qui que l'on suit. Alors, soit en ferme expérimentale, parce qu'effectivement, elles vont suivre les protocoles de ce monde, et en ferme
dite commerciale classique, hein, à partir d'une méthode qui a été mise en point par les bovins laitiers. Donc là, on a fait une campagne de mesure l'année dernière, donc en 2022, il y en aura une autre en 2023. Je ne peux pas vous faire part, enfin, des conclusions les plus précises de la campagne 2023 parce que le bilan, c'est demain. Voilà. Donc, bon. Bon, le webinaire était posé avant, donc c'est demain à Lusignan. Et néanmoins, en 2023, qu'est-ce qu'on a fait? Dans les exploitations qu'on a suivies, donc en Deux-Sèvres, j'en suis quelques-unes, plus l'INRA de Lusignan. Après, il y en a qui sont suivis, il y en a dans les Pyrénées-Atlantiques, il y en a là-bas, c'est plutôt des Auvergnats. Après, il y a la région Occitanie, où il y a, en fonction des départements, plus la région PACA. Voilà. Il y en a soit 50 ou 60 exploitations qui sont suivies, où on fait des mesures donc à la fois fixes et puis ponctuelles. Fixes, c'est-à-dire on pose des capteurs, on a posé des capteurs de mai à septembre qui toutes les heures enregistrent l'humidité et la température, à la fois dans le bâtiment puis à l'extérieur du bâtiment pour voir la différence. Et après les jours de canicule, cette année, il y en a eu suffisamment pour pouvoir faire toutes les fermes, parce qu'on ne peut pas faire toutes les fermes euh, le même jour, bien évidemment, où on fait les mesures l'après-midi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on mesure les quatre paramètres, à la fois la température ambiante, la température globe noir qui permet de prendre le rayonnement, la vitesse de l'air et puis l'hygrométrie avec des appareils de mesure. Voilà, et on fait les allers-retours voilà, dans les aires paillées pour prendre ces éléments-là. On regarde le comportement des chèvres, etc. Voilà. Et à partir de ça, on ressort de la cartographie et puis un certain nombre d'analyses, puis voir si des dispositifs ont marché. Et les exploitations que l'on a plutôt référencées, c'est celles soit qui avaient des bâtiments isolés, qui avaient des ouvertures très grandes type rideau, soit qui avaient mis des ventilateurs ou des brasseurs d'air dedans, ou qui avaient mis de la brumisation pour pouvoir voir si ces dispositifs-là, quel était leur niveau d'efficacité, qu'est-ce qui était le mieux, qui marchait pas très bien, est-ce que c'était bien réglé? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer, etc. Voilà. Notamment en termes de ventilation, de gestion des ouvertures ou de brumisation, il y a probablement des choses qui sont à améliorer. Voilà l'objectif de BATCool. Donc, mesure 2022, 2023 et après communication à partir de 2024-2025. Mais enfin, on n'attend pas 2025 pour communiquer, on peut déjà parler de ce qu'on fait, des choses qu'on voit, et puis au fur et à mesure, même si les analyses les plus poussées n'ont pas été faites. Voilà. Voilà BATCool. Donc, j'ai fini pour BATCool. Donc, je ne sais Merci pas Christophe. sauf Est-ce s'il y a que des vous avez questions. des petites questions sur ce projet-là, des demandes de précision? Non plus? Eh ben, tu peux passer à ta partie suivante, Christophe. OK. Donc, adapter ma chèvrerie aux périodes chaudes. Donc là, vous avez un tableau avec plusieurs, enfin un tableau, oui, un tableau avec plusieurs entrées où, eh bien, pour essayer d'améliorer la situation de confort de vie des animaux dans le bâtiment. Et durant la période de canicule, on a plusieurs entrées qui peuvent s'additionner de manière plus ou moins, voilà. On ne les prendra pas forcément toutes, mais on essaiera de prendre toutes celles qu'on pourra réaliser au maximum de façon à améliorer la situation et le confort des animaux dans le bâtiment. Donc, que ce soit l'isolation, que ce soit les problématiques de translucide, que ce soit la réduction des hauteurs de maçonnerie, ça c'est quand on agit un peu sur la structure du bâtiment. Faire du courant d'air, ben là on agit à la fois sur la structure du bâtiment ou sur le fonctionnement du bâtiment. On parle de brumisation, voilà, à condition que ce soit associé avec de la ventilation impérativement. Et après, d'autres éléments liés à la gestion du bâtiment, notamment le curage des litières, et puis aussi des éléments concernant ben, la sortie des animaux, parce que, par exemple, s'il fait très chaud dans le bâtiment, si les animaux ont un parcours ombragé à côté, bon, c'est quand même un peu plus rare hein, sur des fermes laitières.
Mais on peut très bien aménager aussi des aires d'exercice extérieures sur lesquelles les chèvres vont sortir la nuit pour se décharger en chaleur, enfin pour reprendre de l'état ou de la fraîcheur la nuit dehors sur l'aire d'exercice pendant que le bâtiment se décharge en chaleur. Donc on va parler de tous ces éléments. On va d'abord aborder l'adaptation de la chèvrerie existante. Alors, quand on parlait de ventilation et de rayonnement, on voit qu'effectivement, euh, au niveau de la ventilation, ben, dès qu'on peut avoir euh, de la ventilation directement sur les animaux, ça va participer à la fois à donner de la fraîcheur au niveau des animaux et aussi d'évacuer aussi l'air vicié qui peut rester stagné dans le bâtiment, puisque quand il fait chaud, la ventilation statique dans un bâtiment, elle ne marche plus. Parce que de toute façon, l'air chaud ne peut pas rentrer et sortir, il fait plus chaud dessus que au-dessus du bâtiment que parfois dedans, donc l'air chaud ne peut pas monter, donc il n'y a pas d'évacuation de l'air vicié. Donc le fait de faire du courant d'air, ça participe à la fois à refroidir un peu les animaux et évacuer aussi l'air vicié. Et après, on a cette problématique de rayonnement qui provient du matériau de couverture, hein, isolé ou pas. Et si elle est translucide, bon, ben, ça participe à cet aspect-là. Donc, c'est avec du rayonnement direct par les translucides, par les parois, les pignons, les façades, etc. Euh, le rayonnement indirect via les matériaux de bardage, donc ça va concerner tout ce qui va concerner la maçonnerie, hein. Plus j'ai de maçonnerie, plus ça emmagasine de la chaleur et plus ça le retransmet après. Et après, je peux avoir aussi des rayonnements indirects liés à l'environnement du bâtiment. Si j'étais content d'avoir goudronné ma cour pour pas avoir de la boue partout, etc., ou de faire du béton autour de ma cour, mais tout ça, ça va emmagasiner la chaleur. Enfin, ça fait, je vais répondre, c'est un peu l'effet ville, hein. Donc, l'effet ville, l'effet urbanisation qui fait qu'on va créer une atmosphère autour de la chèvrerie qui va être beaucoup plus chaude que si c'était de l'herbe. Mais même si en période estivale, de l'herbe, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, notamment dans les cours d'exploitation. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, ils vont participer donc, à, à produire de la chaleur dans mon bâtiment, à produire, à accumuler de la chaleur dans mon bâtiment. Donc, pour essayer de temporiser ces éléments-là, on va pouvoir intervenir sur l'isolation, sur la ventilation transversale. Après, on pourra recourir aussi aux turbines de ventilation, donc pour ventiler mes animaux. De mettre en place des aides d'exercice extérieurs, comme j'ai dit, puis enfin de recouvrir à la brumisation si on n'a pas pu ou on a eu des difficultés à mettre en place les dispositifs précédents. Donc en termes d'isolation, bon, alors, quand on parle des translucides, alors si on a des translucides sur son bâtiment puis qu'on ne peut pas les enlever, puis qu'on n'a pas pu faire l'isolation, on peut, pour limiter le réchauffement du bâtiment, notamment s'il y a des translucides sur la partie sud ou la partie ouest, sud-ouest, eh ben, les peindre temporairement avec une peinture d'ombrage, ça s'appelle arc-à-cerre, hein, comme vous avez vu les cerfs qui sont blanchis en période estivale, eh ben, c'est exactement ce même produit qui est utilisable pour faire ça. Ça temporise un peu la partie réchauffement avec les plaques de translucide. Comme je vous l'ai dit, ça, ce rayonnement sous une plaque de translucide, on augmente de 3 à 5 degrés la température en dessous. Donc, ça a quand même une incidence forte dans le réchauffement du bâtiment. D'où effectivement enfin, j'allais dire le conseil aujourd'hui d'isolation du bâtiment. Euh, il n'est pas nouveau ce conseil, hein. Euh, mais je dirais il y a 20 ans, enfin, ouais, je disais pas, je me battais pas avec l'éleveur pour qu'il isole son bâtiment. Aujourd'hui, si un éleveur il vient me voir, il fait un bâtiment neuf et qu'il ne l'isole pas, je lui dis qu'il se fait harakiri. Voilà, au clair. Donc, euh, donc le plus simple, disons, sous nos contrées, hein, donc de région ouest, hein, quand je discute avec mes collègues Badcool qui sont en zone de semi-montagne, c'est qu'eux, ils ont des problématiques d'été très chaud, mais aussi l'hiver, il fait pas chaud du tout. Donc, ils ont besoin parfois d'isoler beaucoup plus. Donc, eux, ils seront plutôt sur 60 mm de mousse de polyuréthane en toiture, en équivalent et isolant.
Tandis que nous, 40 mm ici, ça suffit pour temporiser le réchauffement du bâtiment. Hein. Soit si on a une construction neuve, on peut utiliser des panneaux sandwich directement tôlés, ou alors si le bâtiment est existant, on va coller sous les pannes dessous, enfin pointer, visser sous les pannes dessous des plaques de polyuréthane qu'on pourra poser sous les pannes. Alors, si on est en toiture fibro, on aura mon fibrociment, j'aurai un peu de vide d'air et après j'aurai mon isolant. C'est globalement un peu plus efficace que s'il y a un panneau sandwich. Bon, après, en fonction du système constructif, etc., bon, il n'y a pas. À minima, il faut que ce soit isolé. Donc, comme ma toiture est isolée, j'ai plus de translucide sur ma toiture. Alors, si j'ai un bâtiment de 15 mètres de large, ça ne me pose pas de problème de pouvoir faire rentrer de la lumière par les côtés. Si j'ai des problèmes de bâtiment côte à côte, etc., après, il faut regarder comment on peut faire rentrer la lumière, soit mettre des translucides du côté ou du côté est, pas du soleil, mais pas du côté ouest, parce que ça chauffe plus, ou alors travailler avec des petits puits de lumière de 40-60 cm de largeur pour faire rentrer un peu de lumière dans le bâtiment sans que ça réchauffe de trop. Après, concernant la ventilation, bon, alors, je le redirai tout à l'heure, mais tous les bâtiments qu'on concevait ou qu'on a conçus, c'était pour gérer les périodes hivernales et voire intersaison, et pas forcément la période estivale comme maintenant on y est confronté. Donc, on avait plutôt alors, ça c'est une première chose. La deuxième chose, en caprin ou petit ruminant, on veut gérer l'entrée d'air. C'est-à-dire, on veut qu'il y ait de l'air qui rentre, qui se renouvelle sans courant d'air, et à certains moments, on veut que ce soit tout fermé. Et que quand il fait trop froid, etc. Voilà. Bon, période, en ce moment, par exemple. Donc, euh, les systèmes, si on doit faire de la réno, hein, voilà, euh, on peut transformer des systèmes existants ou valoriser des systèmes existants. Donc, ce qui existe aujourd'hui, soit on a des rideaux guillotines rigides ou alors un filet ou une toile enroulable, on a à peu près les mêmes dispositifs. Ça permet de faire des grandes ouvertures estivales sur 1 mètre, 1,50 m. Donc, c'est intéressant pour faire de la ventilation transversale. Ça peut se refaire en adaptation de systèmes de ventilation existants. Si par exemple on avait un claire-voie fixe ou une jupe de ventilation, comme c'est expliqué en dessous, où ça c'est très compliqué de ventiler avec ce dispositif. Donc, en plus, avec les translucides, ça chauffe dedans aussi, qui sont utilisés. Euh, dans les autres systèmes de ventilation qui sont que l'on peut que l'on peut gérer, le claire-voie coulissant par exemple, ou la fenêtre à souffler qui bascule, hein. Donc ces systèmes-là sont intéressants pour ventiler, notamment en intersaison et puis l'hiver. L'été, ils peuvent être un petit peu plus justes en termes de ventilation, car on a moins d'effet de courant d'air eu égard à la moindre ouverture. Quand c'est du claire-voie coulissant, j'ai que l'équivalent d'une planche sur deux qui est ouverte, et quand j'ai une fenêtre à souffler, en général, ben, je n'ai que 50 cm d'ouverture pleine sur mon bâtiment, sur euh, la longueur de mon bâtiment. Donc ça peut parfois être insuffisant, mais bon, déjà, il faut utiliser ce qu'on a. Lorsque ma ventilation statique ou alors lorsque je peux pas, ben, je vais revenir sur ce bâtiment. Si j'ai par exemple deux bâtiments côte à côte et que j'ai une ouverture de chaque côté, mais au milieu, je peux avoir des difficultés pour faire du courant d'air parce que si j'ai deux bâtiments de 15 mètres à côté, ça fait 30 mètres. Pour faire un courant d'air sur 30 mètres, ça peut parfois être un petit peu plus compliqué ou moins efficace. Donc, dans ce cas, je peux être amené à utiliser des turbines de ventilation. Alors, je parle pas des petits brasseurs d'air là qu'on met dans la salle de traite et qui sont faits pour prendre l'apéro là, comme on voit dans les films sous les tropiques. C'est pas ça, hein. Donc, soit mon bâtiment il est très haut, du genre il est à 8-9 mètres de haut. Donc, dans ce cas, et qu'il est assez large, je peux peut-être mettre ce que j'appelle des turbines de ventilation qui sont à flux vertical.
parce qu'il faut de la hauteur pour que ça puisse être efficace. Si le bâtiment est trop bas, ben, ça n'a pas une efficacité assez large. Ou si mon bâtiment est plutôt classique, hein, en chèvrerie, des bâtiments à 6 mètres de haut, hein. Donc dans ce cas, avec deux airs paillés, un couloir central, dans ce cas, je vais mettre en place des turbines de ventilation, des ventilateurs à flux horizontaux. Alors horizontaux, à peu près horizontaux, parce qu'ils sont légèrement inclinés pour que ça puisse ventiler l'air paillé. Et j'ai besoin de les positionner à peu près tous les 12-14 mètres, de façon à ce que ça couvre l'intégralité de la longueur de mon air paillé. Sachant que, comme je le rappelais tout à l'heure, ma ventilation statique ne marche pas, donc j'ai besoin d'évacuer l'air vicié. Donc par rapport au schéma que j'ai ici, ça veut dire qu'au bout, là, mes portails ils sont ouverts pour pouvoir évacuer mon air vicié qui est poussé ici, là, là et là et là, et rentrer et sortir de l'autre côté. Puis au départ, j'ai un peu de prise, j'ai un peu de décalage de ma turbine de ventilation pour aspirer de l'air, voilà, soit de l'extérieur ici directement, ou du pignon. Euh, Le pilotage se fait avec une sonde de température, voilà, et il se met en marche en fonction du besoin, hein, avec une progressivité. Donc voilà pour la ventilation. Après, quand on parle d'air d'exercice, alors, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation, je ne veux pas dire officielle, je ne sais pas si je peux dire ça. Géraldine, elle m'écoute, Merdier, elle m'écoute là. J'ai vu qu'elle était là. Il n'y a pas de recommandation officielle par rapport aux aires d'exercice, parce qu'il y a quand même une difficulté, c'est par rapport à la gestion des effluents, et c'est assez complet, et ça peut être un peu borderline. Donc on a du mal à écrire des choses qui soient le plus claires possible, même si les associations welfaristes demandent mettez les chefs dehors, etc. Et que Agrial, par exemple, dans le cadre des nouveaux projets qui sont réalisés, il y en a peut-être qui travaillent à Agrial ici, vous me reprendrez si je me trompe. Il y a une demande dans le cadre des nouveaux installés qui créent des nouvelles chèvreries d'y annexer une aire d'exercice extérieure. Alors, au niveau des surfaces, il y a rien d'écrit. Je crois qu'Agrial part de l'ordre de 25 mètres carrés. Bon, 25 mètres carrés, de mon point de vue, c'est très largement suffisant, du moins pour l'effet aire d'exercice. Je ne parle pas pour la partie effluent, où là, hein, en fonction du temps qu'elles sont dedans. Quand il y a 25 mètres carrés par chèvre, si je prends 400 chèvres, ça fait 1 hectare. Donc, elle ne s'occupe pas tout l'hectare, hein, quand on met tout ça à disposition. J'attends si j'ai 400 chèvres et 4 veaux, il me faut 4 parcs. Donc, ça complexifie un peu l'organisation. Néanmoins, mais je dirais, quand on peut faire une aire d'exercice, on l'a fait. Peu importe la surface, enfin peu importe la surface, il faut que ça fasse 2 mètres carrés, quoi. Mais si on peut faire 5-10 mètres carrés, déjà on a pu le faire. C'est bien. Et c'est bien parce que, euh, et notamment, lorsque les chèvres, elles ont l'aire d'exercice en libre service. Alors, il faut que ça puisse s'aménager, bien sûr, à côté de la chèvrerie, et parfois, c'est impossible parce que il faut faire passer les chèvres de l'autre côté d'un chemin, etc., d'une zone d'accès, etc. Donc, parfois, c'est pas possible. On ne peut faire que les sortir ou les rentrer. Elles peuvent pas être en libre accès. Le libre accès étant le mieux, car comme ça, ce sont elles qui gèrent elles-mêmes leur situation, je dirais, de bien-être. Soit elles vont à l'abri des rayons du soleil dans la journée, puis elles vont sortir à un moment donné si elles sont du côté de l'ombre du bâtiment, puis se ressortir la nuit à la fraîche pendant que le bâtiment se décharge. Bon, là, à gauche, vous voyez, bon, là, on est un début d'aire d'exercice, et là, c'est des éleveurs de Sévrien, de chez Agrial, qui avait fait 25 mètres carrés par chèvre, mais que j'avais enquêté. Donc là, c'était tout à fait intéressant. Et là, chez Cézanne Éleveur, alors c'est pas les chèvres, il a fait un tout petit truc pour les chevrettes. Alors, c'est pas beaucoup. Vous voyez qu'on a un tout petit machin, puis c'est, comment dire, c'est tout petit, il n'y a pas d'herbe qui pousse. Et bien sûr, si les chevrettes, elles y sont tout le temps, on peut avoir une problématique de déjection. Donc là, voilà. Au-delà de l'aspect, je dirais, un peu borderline sur l'aspect gestion de déjection et aspect environnemental, dès qu'on peut ouvrir, eh ben, il faut ouvrir. On aura toujours un plus. Voilà.
Après, autre point, c'était la possibilité de recourir à la brumisation. Donc, ceux que j'ai vus sont plutôt installés au milieu du couloir d'affouragement, ce qui permet d'avoir une ambiance plus fraîche, je dirais, qui est au niveau des jauges, parce que la problématique qu'on a, c'est bien c'est de faire venir les chèvres en accès à l'eau pour qu'elles puissent continuer à manger, même s'il fait chaud. Voilà. Donc, et puis après aussi, si c'est du sur l'air paillé, ça peut humidifier l'air paillé, et l'objectif, c'est pas d'humidifier l'air paillé. Hein. Donc, comme je le disais précédemment, il faut absolument que ce soit couplé à un système de ventilation pour évacuer l'humidité, parce que là, effectivement, l'eau s'évapore, donc ça refroidit l'atmosphère, mais ça charge l'air en humidité. Et donc, il faut pouvoir évacuer l'humidité, soit ici, dans le cas présent, où là, ça marche plus ou moins bien, parce qu'il n'y a que d'un seul côté, il y a un grand rideau, de l'autre côté, il n'y en a pas, comme vous le voyez. Donc, c'est un peu le défaut. C'est pas parce que ça, c'est une chèvrerie que j'ai expertisée au niveau bas de cool, hein, parce qu'il y avait un rideau et il y avait une brumisation, c'était pour voir les effets. Là, on sentait l'effet de la brumisation, hein, parce qu'elle a marché pendant qu'on a fait les mesures, on sentait un peu de fraîcheur. Voilà. Même si toutes les chèvres étaient pas forcément en état. La preuve, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui était en score d'allaitement, c'est dans ce bâtiment-là. Donc, toujours couplé avec une ventilation, soit statique avec des rideaux de chaque côté. Alors, bien sûr, il faut qu'il y ait du vent pour que ça fonctionne. Ou, si ce n'est pas possible, je le couple avec une ventilation mécanique, donc avec des turbines de ventilation et qui vont ventiler les animaux et euh, évacuer l'humidité et l'air vicié. Bon, parfois, chez certains, j'ai vu, ils avaient couplé la ventilation avec le brumisateur qui était dans le ventilateur, donc enfin qui gérait en même temps que le ventilateur, au niveau du ventilateur. Donc ça envoyait un air frais parce qu'effectivement, il était avec un peu d'humidité qui s'évaporait en même temps. Voilà. Alors, par contre, sur ces dispositifs, il y a une problématique de réglage entre le temps de brumisation et l'intervalle de brumisation. Parce que si c'est trop peu, ça aura peu d'effet, mais si j'en mets trop, je vais mouiller mon bâtiment. Donc voilà. Donc il y a une gestion à réaliser sur ces deux points-là, le temps de brumisation et l'intervalle entre deux brumisations. Et après, comme chez des buses et on a dans la fine gouttelette, dès que vous avez des problèmes de calcaire, il faut soit installer en amont un dispositif anti-calcaire au niveau de l'eau, sinon ça se bouge très rapidement et après c'est plus efficace. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur la brumisation. Oui. Donc, agir sur la structure du bâtiment, ça c'est des éléments. J'agis sur ma structure de bâtiment, modifier des choses, voilà, et j'isole, je mets en place une ventilation statique plus efficace, je mets des turbines de ventilation, voire de la brumisation. Est-ce que je peux réaliser une aire d'exercice? Ça c'est une chose, ça c'est on dirait un petit peu structurel sur le bâtiment. Et après, c'est comment je gère mon bâtiment. Parce que si j'ai le bâtiment le meilleur du monde, mais si je ne sais pas gérer la ventilation, ou je nettoie le fumier tous les 4 mois, là, j'ai tout faux. Donc, dans le curage du fumier, donc, alors je fais une parenthèse, la gestion des effluents en élevage caprin, c'est soumis à la directive nitrate et qu'on produit du fumier de litière accumulée qui doit être nettoyé tous les 2 mois et après stocké en bout de champ. Voilà la réglementation. Voilà. Bon, alors après, c'est pas écrit là, mais enfin si, c'est écrit. L'hiver, on peut nettoyer tous les mois et demi, 2 mois, ça va. Mais à partir du mois de mai, il faudrait nettoyer tous les mois. De façon à diminuer à la fois le taux d'ammoniac dans le bâtiment, ça augmente aussi le volume d'air et c'est aussi un impact sur les mouches. Et puis, comme on le parlait tout à l'heure, une canicule, ça s'anticipe. On a voilà, déjà la météo quotidienne nous alerte, hein, en plus des alertes THI. Hein. Donc dans ce cas, si j'ai une canicule qui se voit à l'horizon de 3-4 jours, eh bien, je nettoie mon bâtiment. Si je peux me nettoyer mon bâtiment, enlever mon fumier, curer mon fumier juste avant, je vais avoir un plus au niveau du fonctionnement de mon bâtiment parce que j'aurai beaucoup moins de dégagement d'ammoniac, de chaleur, etc. Donc mes animaux sont peut-être mieux. Donc c'est encore un petit bout que je rajoute pour
pour la gestion du bâtiment. Et après, quand on parlait de ventilation tout à l'heure, effectivement, je ne l'ai pas marqué, mais bon, ça coule je veux dire, c'est des évidences, hein, tous les éleveurs ouvrent les portails, etc. Voilà, quand c'est en période de canicule, tous les portails sont ouverts de ce point de vue-là. Donc tout le monde tout le monde le sait faire, hein. Il n'y a pas besoin il y a pas besoin de le dire normalement, hein. Par contre, mon portail qui est au plein sud, il sera fermé au moment où il y aura le soleil, et puis je vais le rouvrir après. Il faut le gérer aussi. Mes portails, je les gère. Parce que si mon portail il est ouvert et que le soleil il donne sur mon couloir d'affouragement qui est bétonné, il va se charger en chaleur et après, ça va rester dans le bâtiment. Donc, je ferme la porte au moment où le soleil donne et je la rouvre après. Voilà. Donc, par contre, c'est des petits détails qu'il faut donner. Et donc, par rapport au curage du fumier, oui, c'est la remarque que nous avait fait. Effectivement, si vous avez une période de repos qui suit juste après, ben, si vous nettoyez le fumier partout, vous aurez des problèmes pour les IA. Donc, dans ce cas, il faut nettoyer qu'un seul côté, hein, voilà. Ça, c'est une chose. Et après, ben, c'est au niveau de la gestion du troupeau, il y a l'adaptation du régime alimentaire, hein. À la fois, bon, ça, c'est technicien aliment qui va vous donner des éléments, hein. Peut-être qu'il faut réduire un petit peu la voilure au niveau des concentrés, de façon à ce que les animaux soient un petit peu moins boostés et qu'ils passent mieux cette période de canicule, hein. Changer la répartition des distributions, les prises de repas décalées, ça peut être dans la nuit, hein. Là, j'ai un éleveur qui avait un robot distributeur, un Lely, là, donc il a constaté sur son ordi, hein, parce que le Lely marche à la demande pour mettre la ration, eh bien, que durant les épisodes de canicule, il passait plutôt la nuit que dans la journée, parce que les chèvres ne pas manger dans la journée. Alors, privilégier une ration humide, alors bon, quand c'est possible, hein, quand c'est pas possible, ben voilà. Ça dépend du système alimentaire que l'on a, et aussi avoir de l'eau à volonté suffisamment. Donc, quand on a un abreuvoir pour 25 chèvres, ben, c'est bien. Mais quand on a des abreuvoirs collectifs, parfois c'est peut-être mieux durant ces périodes-là. Comme ça, il y a un peu moins de concurrence à l'eau pour que les animaux puissent s'abreuver. Parce qu'on a des augmentations très très importantes de consommation d'eau quand la température augmente. Et là, vous avez pensé au bouc, effectivement. Là, on vient de parler des chèvres. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la canicule, la forte chaleur, ça a une incidence sur la qualité des semences des boucs. Donc, il faut aussi faire attention aux boucs parce que si on les laisse crever dans leur coin, ben, après, pour la repro, ça ne va pas être bon du tout. Voilà. Donc, voilà pour cette partie liée à l'adaptation des bâtiments existants. Et donc, il y a peut-être des questions. Merci Christophe. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Donc, la première question, c'est de Caroline. Caroline, tu veux la poser à l'oral peut-être pour mieux expliquer ou je la lis comme ça? Peu importe, c'était plus sur voilà, la controverse reproduction, enfin la mise en place de translucides par rapport à la repro et de la chaleur en bâtiment. Enfin, qu'est-ce qu'il faut privilégier du coup et voilà comment, enfin qu'est-ce que vous en pensez quoi? Alors, là, par exemple, on a des translucides sur la toiture. Donc, quand on supprime les translucides sur la toiture, enfin, je dirais, c'est comme dans une maison. On fait d'abord rentrer la lumière par les côtés, puis après, si on ne peut pas faire autrement que la faire rentrer sur les côtés, on regarde comment on peut faire sur la toiture, comme type Velux. Enfin, voilà, si je peux comparer, hein. Donc, alors, par rapport à la repro, tu veux dire quoi exactement? Parce que après, ceux qui sont en désaisonnement me disent qu'il ne faut pas faire rentrer de lumière dans le bâtiment. Donc, C'était plus enfin, en discutant avec certains éleveurs, ils disaient que pendant des années, on leur a dit voilà, de mettre des translucides justement pour faire entrer la lumière et voilà, par rapport à la repro. Mais après, enfin, tout dépend des conduites. Et, alors, les translucides en toiture, effectivement,
dans la conception des bâtiments qu'on faisait il y a 30 ans, on mettait des translucides en toiture parce qu'on n'avait quasiment pas d'entrée de lumière sur les façades. On avait soit des toutes petites fenêtres à rentrer, etc. Alors après, Ah oui, il d'accord. s'est mis en place des fenêtres à souffler qui se basculent, etc., avec des translucides. Donc on avait un peu de lumière qui rentrait, ce qui fait on avait moins besoin de translucides. Sachant que les translucides, ça participait à assécher la litière, mais enfin en caprin, la problématique, c'est pas d'assécher la litière comme en bovin, hein, c'est plutôt d'évacuer l'humidité. Donc là, sur un bâtiment classique de 15 mètres, j'ai pas besoin de translucide en toiture pour faire rentrer de la lumière dans mon bâtiment. Si j'ai 1 mètre de rideau translucide ou surtout sur les deux façades de mon bâtiment, ça apporte suffisamment de lumière pour pouvoir, euh, ça apporte suffisamment de lumière pour la qualité de vie de mes cheveux. Ça pose pas de problème. D'accord. Effectivement, on a Ok. une recommandation qui dit qu'il fallait 1/20 de la surface, mais c'est un truc qui date d'il y a 30 ans, puis enfin, de mon point de vue, qui s'est reproduit comme ça tout le temps dans les publications. Le copier-coller, là, depuis 30 ans, c'était, voilà. Et Ok. puis aujourd'hui, il n'y a pas vu d'autres publications là-dessus, mais néanmoins, euh, euh, l'entrée de la lumière par les côtés, c'est là, c'est amplement suffisant si c'est correctement fait sur 1 mètre voilà, ou 75 et entre 80 et 120 cm de surface d'éclairement sur les côtés, ça pose pas de problème. Ok. Merci. Merci Christophe. Et la deuxième question, c'est de Stéphane Coutan, du coup, qui demande la vitesse d'air en été. Alors, cette réponse, Stéphane. Et du coup, tu y as répondu dans une diapo, on est sur 1 mètre/seconde, c'est la même recommandation que pour les bovins. Ouais, je pense que c'est ça, oui. Enfin, parce que dans les problématiques bovin-lait, dans des ventilations mécaniques, on était à 0,8 mètres seconde de moyenne mesurée, c'est-à-dire qu'on avait été entre 0,5 et 1,3 mètres seconde la puissance des ventilateurs. Donc c'est ça, on est sur cet ordre de grandeur-là. Voilà. Et merci. Merci. Est-ce qu'il resterait d'autres questions que vous souhaitez poser à l'oral? Faut pas hésiter, le webinaire sert à ça, à répondre à vos interrogations éventuelles sur ce sujet. Oui, bonjour à tous. Jean-Noël Puiroux à Grial. J'aurais une petite question, c'était par rapport à l'isolation. Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été faites sur des bâtiments qui sont couverts en panneaux photovoltaïques? Euh, il y a certains constructeurs qui disent qu'il y a, on va dire, un effet isolation. Est-ce que vous avez des données sur ce sujet? Non, j'ai pas de données sur ce sujet. Il n'y a pas eu de mesure. Enfin, à ma connaissance, pas de mesure faite. Je sais pas si Stéphane il a entendu parler de ça. Qui est là. Moi, non. Alors, la chose qu'on peut dire, c'est qu'en général, quand il y a des panneaux photovoltaïques, on a un bac acier anti-goutte qui est posé et par-dessus, on a les panneaux photovoltaïques qui sont posés. Comme même si les panneaux chauffent, les panneaux font écran un peu au bac acier et on a une lame d'air qui est entre le panneau photovoltaïque et puis le bac acier. Donc s'il y a un peu de courant d'air, ça veut dire que potentiellement, enfin théoriquement ou je veux dire techni- techniquement, on pourrait penser que on a un moindre réchauffement du bâtiment par le rayonnement direct voilà, du soleil. Parce qu'on a comme si on avait une double peau, même si on n'a pas d'isolation. Voilà. Je pense qu'il y a un effet comme ça, mais je n'ai pas connaissance de mesures qui ont été faites avec, sans, etc. Alors après, merci, ouais, tout dépend aussi de la longueur du rampant, hein, bien sûr. Oui, et puis Plus le après, rampant est court, plus l'échange va être intéressant et un effet sur la température dans le bâtiment. mais j'ai pas de retour voilà. Enfin là, si un éleveur, par exemple, qui voudrait mettre du photovoltaïque sur sa chèvrerie, euh, moi je lui répondrais, vous mettez un bac acier isolé en 40 mm et après vous mettez le photovoltaïque dessus. C'est quitte à refaire la toiture, autant la faire bien tout de suite.
même si j'ai les photovoltaïques, de façon à accentuer l'effet zéro transmission du rayonnement du soleil sur le bâtiment et pour améliorer le confort général du bâtiment. Merci. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Soit sur la partie adapter sa chèvrerie existante, soit sur les parties précédentes, hein, s'il y a des questions qui vous sont revenues. Faut pas hésiter, à les poser. S'il y a pas de questions, je te laisse, poursuivre Christophe, à la suite de ta présentation. Oui, bon, j'avais une photo à monter tout à l'heure sur la rénovation d'un bâtiment, mais je la montrerai après celle-là, si vous voulez. Qui s'est juste fait, c'est un bâtiment existant avec 3 bâtiments côte à côte qui ont été rénovés, donc c'est pour. Je la montrerai après, c'est pas. Donc alors, oui, donc sur la conception d'une chèvrerie neuve où mon bâtiment n'est pas existant, donc là comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on change la manière dont on conçoit les bâtiments, où on changeait un peu de paradigme de la vision sur les bâtiments, où on construit plutôt un bâtiment pour le confort estival, dans la mesure où on sait que les chèvres restent majoritairement en bâtiment toute l'année, même s'il y a des parcours, etc. Et donc, on va plutôt concevoir la chèvrerie pour le confort estival et puis l'adapter pour le confort hivernal intersaison, et non l'inverse. C'est comme on faisait avant, en fait, c'était tout fermé, donc c'était beaucoup plus difficile à ouvrir, tandis que quand c'est très ouvert, c'est plus facile de fermer. Enfin, voilà un petit peu la manière dont on peut fonctionner. Donc après, bon, l'implantation du bâtiment, donc on va analyser les risques voilà, en fonction des problématiques du soleil, de l'est, de l'ouest, etc. Donc ces points-là, ils sont à regarder. Alors, j'irais avant, enfin, on regardait plutôt le positionnement du bâtiment, enfin, même toujours maintenant, par rapport au vent dominant, même si ça bouge un peu et des fois on ne sait plus trop comment les mettre, hein. De positionner le bâtiment perpendiculaire au vent dominant pour faciliter la ventilation sur les façades. Donc ça, c'était un élément. Aujourd'hui, il faut se questionner effectivement sur l'impact du soleil, notamment de la partie ouest-sud-ouest et du sud sur le réchauffement du bâtiment par rapport aux parois, aux avancées de toiture. Alors, ça c'est bien. Ça, c'est la théorie sur le papier. Bon, après, quand on conçoit un bâtiment, on a des problématiques de terrain, d'accès, de limites de propriété, des problématiques d'urbanisme qui font qu'on peut mettre le bâtiment à cet endroit, pas à un autre, des problématiques de topographie du terrain qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. Donc tout ça, effectivement, on a des recommandations générales qui disent c'est bien de faire ça, puis après on voit si on peut le mettre en place quand on est en train de poser le bâtiment dans la parcelle. Et parfois, c'est pas facile. Mais bon, voilà. Il faut partir du principe qu'on essaie d'être toujours au mieux. Aussi, quand on parle de plantation dans un permis de construire, on dit c'est pour l'aspect paysager, blablabla. C'est important quand même, hein, parce que c'est bien d'avoir des bâtiments qui aient de la gueule, qui montrent le savoir-faire des éleveurs, et que un bâtiment qui est agréable à regarder, automatiquement, ce qui se passe à l'intérieur, c'est très bien. Si le bâtiment il est moche, à l'intérieur, c'est pas bien. Enfin, je fais un raisonnement un peu à la serpe d'un consommateur qui connaît rien à l'agriculture, à l'élevage, enfin, comme vous le savez. Et puis dès qu'il voit un truc qui n'est pas bien, hein, c'est comme il voit un pulvérisateur égale pollueur. Ou il voit une tonalisier, bah, tout de suite il hausse le ton. Si la tonalisier est derrière là, qu'il ne la voit pas et que le gars est en train de les prendre, il n'y a pas de problème. Enfin, bon, là, non. Donc les haies, aujourd'hui, il faut peut-être penser autrement par rapport au rafraîchissement du bâtiment. Là, dans le cadre du programme CNIEL Vache laitière, ils avaient mesuré qu'effectivement, des bâtiments qui étaient à côté d'un petit bois, à côté d'une haie, ou quand le vent il passe à travers le bois ou la haie, il va se refroidir parce qu'à travers le feuillage, effectivement, il y a plus de fraîcheur, il se refroidit. Et donc, quand il arrive sur le bâtiment, eh bien, il amène de l'air un peu plus frais que de l'air très chaud. Et donc, ça peut avoir une incidence, d'une part. Et après, sur la partie sud-ouest, notamment en soleil couchant beaucoup plus bas,
ben, c'est bien, ça peut être bien d'avoir à quelques mètres de mon bâtiment une haie qui va pousser sur 4-5 mètres, etc. et qui va avoir un effet barrière, soleil couchant, réchauffement du bâtiment. Alors bien sûr, si c'est un bâtiment neuf, l'effet il sera plutôt à moyen terme, le temps que l'air pousse. Mais bon, la canicule aussi, elle avance comment dire, les effets, les modifications climatiques avancent aussi, il fait de plus en plus chaud. Donc, l'idée, c'est bien d'anticiper. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est par rapport au rayonnement solaire. Donc, effectivement, l'hiver, quand le soleil est bas, hein, bon, ça, c'est comme si on faisait du bioclimatisme sur une maison d'habitation où on cherche à faire rentrer le soleil l'hiver de façon à réchauffer la maison au travers des baies vitrées. Puis l'été, on a une avancée de toiture ou alors on met des bris de soleil pour éviter que ça réchauffe la maison. Mais là, on va fonctionner de la même manière. Et donc, notamment sur les façades ouest-sud-ouest, où il est plutôt conseillé, quand on peut, d'avoir une avancée de toiture de 50-60 cm de façon à limiter un peu l'effet du soleil sur le réchauffement du bâtiment. Et en parallèle, si on doit avoir un translucide qui fait rentrer de la lumière en façade dans mon bâtiment, on va plutôt le mettre le plus haut possible plutôt qu'en bas, de façon à ce que ça n'impacte pas comment dire, ça participe pas au réchauffement par l'effet de serre dans le bâtiment. Donc ça, c'est un élément. Alors, à l'est, on pourrait le faire aussi à l'est si on veut équilibrer un bâtiment, mais bon, le soleil du matin, même s'il réchauffe, il a moins d'impact que le soleil du soir, donc ça peut ne pas être réalisé. Parce que tous ces éléments-là, effectivement, si je fais une avancée de toiture, j'ai un surcoût sur mon bâtiment parce que habituellement, les toitures, elles se mettent au ras, puis vous avez la gouttière à lui qui est posée, donc voilà. Donc tout ça, c'est un surcoût en plus. Donc après, c'est quel est le compromis le plus adapté lorsqu'on conçoit quand on construit le bâtiment et qu'on regarde la facture à la fin. Donc après, les translucides, donc là, limiter le rayonnement des parois et de la toiture. Donc, on ne parle plus des translucides en toiture et on fait rentrer la lumière par les parois, les façades ou les pignons, en faisant attention sur ma partie sud et ouest, peut-être à les réduire un petit peu plus qu'aux autres orients, que sont l'est, sud-est ou le nord. Donc isolation, donc minimum, enfin là c'est 40 mm, donc en plaque mousse de polyuréthane, soit en sous-face d'une toiture fibrociment ou en panneau sandwich directement. Je limite mes hauteurs de maçonnerie au sud et à l'ouest, et même tout autour du bâtiment, parce que la maçonnerie, ça coûte cher, donc même si les parpaings, l'éleveur peut les faire. Mais bon, ça participe à emmagasiner la chaleur. Hein. Vous avez tous vu l'effet radiateur d'un mur qui est au sud-ouest le soir, vous passez devant à 22-23 heures le soir, c'est comme si vous aviez un radiateur. Donc bon. Donc tout ça, ça renvoie la chaleur dans le bâtiment. Donc 60-80 cm, on n'a pas forcément besoin d'avoir plus de murs autour, au bord de la façade. Il faut que ce soit suffisant pour la gestion des fumiers. Et puis après, le reste, ça peut être une paroi bois, par exemple, ou une paroi isolée, peu importe, de façon à ce que ça ne réchauffe pas le bâtiment. Et puis l'avancée de toiture dont on a parlé auparavant. Alors, il y a quelques années, quand on m'interrogeait sur la ventilation d'une chèvrerie, je dirais il y a deux systèmes. Il y a le claire-voie coulissant, ce que vous voyez là, qui est très intéressant l'hiver et l'intersaison parce que vous réglez l'ouverture, hein, vous pouvez fermer totalement, ouvrir un tout petit peu, ça fait 1 cm, c'est comme si vous aviez un claire-voie fixe, donc avec un effet brise-vent, donc vous avez de la ventilation dans le bâtiment, sans courant d'air, c'est ça l'objectif. Mais par contre, l'été, on est un petit peu réduit parce que l'air ne rentre que entre les. Là c'est 100% ouvert. Hein. Ça a été fait. Oui, je ne sais plus.
Ici, c'est un translucide, hein, et là, il y a encore les translucides en toiture, c'est pour isoler ce bâtiment. Et ça, c'est un capteur de température. Vous voyez, quand on a posé des capteurs de température, ben, on les met dans un tube, pas trop bas, bien sûr. Pour les moutons, on les met plus bas, mais pas pour les chèvres. Et voilà. Donc, je préconisais donc plutôt un claire-voie coulissant ou un rideau guillotine, soit en souple ou alors en fixe, ici en polycarbonate translucide. Les deux. Je disais les deux sont adaptés. Celui-là, c'est vous qui le pilotez, vous pouvez laisser, vous ouvrez le matin, vous refermez vers 11 h, ça reste un peu, vous pouvez laisser un peu ouvert dans la journée, et éventuellement le soir refermer s'il y a trop de vent ou il fait trop froid. Et ça, c'est vous qui le pilotez, tandis que le rideau qui est là, il faut quand même qu'il y ait un pilotage automatisé de façon à ouvrir ou fermer en fonction de la température et du vent. Donc ça nécessite un anémomètre extérieur et une sonde de température dans l'air paillé. Et chaque système est indépendant selon les façades pour gérer la vitesse du vent. Donc là, on va pouvoir gérer correctement ma ventilation, que ce soit l'été ou l'hiver. L'hiver, ça peut être complètement fermé ou très légèrement ouvert, etc. Si je voulais être au top du système du rideau comme ça, en fait, sur mon mètre d'ouverture, ici, je pourrais avoir un brise-vent avec 50% d'efficacité qui me permet de laisser mon rideau un peu ouvert en période intermédiaire, enfin intersaison, voire l'hiver, de façon à ce que l'air rentre sans risquer de courant d'air, si toutefois c'était pour automatiser. Voilà. Mais bon, ça crée un surcoût. Voilà. Par contre, en période estivale, comme mon rideau est ouvert totalement, là, j'ai vraiment une très large entrée d'air, et dès que j'ai un peu de vent, je vais beaucoup refroidir mon bâtiment, contrairement au claire-voie coulissant. Bon, ce système fenêtre à souffler aussi est utilisable, hein, il marche correctement, dans la mesure où, pardon, dans la mesure où le vent il arrive et il coulisse et il roule sur la paroi, sous réserve qu'il n'y ait pas de panne ici, il faut que ce soit isolé. Il roule sur la paroi et après il revient à l'intérieur du bâtiment. Ça, c'est un photo intérieur, photo extérieure. On voit ici l'ouverture. Donc, mais l'été, c'est toujours un petit peu limité en ouverture. Je dirais, ce système manque un peu de, voilà, on n'est qu'à la moitié, je dirais, d'une ouverture et plutôt efficace pour une ventilation transversale. Donc, aujourd'hui, j'ai plutôt, moi, je vais plutôt préconiser, dès que c'est possible. Alors, quand je dis dès que c'est possible, ça va dépendre de la taille du troupeau, quoi, hein. Si je fais un bâtiment de 400, 600 chèvres, bah oui, je vais lui dire, tiens, vous mettez ça, c'est piloté, c'est automatisé. Si un éleveur, il vient me voir pour faire 80 chèvres et puis il est fromager, que ces animaux vont aller dehors, peut-être qu'un claire-voie coulissant, ce sera très largement suffisant, ce sera adapté au mode de gestion de son troupeau parce qu'il va au pâturage, etc. Donc, voilà. Donc, il faut aussi adapter le conseil en fonction de la situation, hein, de l'élevage et du nombre d'animaux. Donc ça c'est un exemple de rideau qui s'ouvre totalement. C'est sur une bergerie avec une alimentation par l'extérieur. Bon, c'est au lycée agricole de Bressuire, hein, un système, voilà. Alors évidemment, l'été, été au printemps, c'est ouvert en total. Là, c'est nickel, hein, voilà. Et les brebis, elles sont au soleil, après, elles se dorent la pilule et tout. Quand il fait froid, il faut fermer, hein, voilà. Bon. Donc voilà un peu pour les systèmes de ventilation statique. Alors, évidemment, ici, je n'ai pas mis les systèmes de ventilation avec des extracteurs ou des brasseurs d'air. Parce que quand on conçoit une nouvelle chèvrerie, on va la concevoir pour fonctionner en statique. On ne va pas concevoir une chèvrerie pour la faire fonctionner avec des turbines de ventilation ou des extracteurs d'air. Alors que tout le monde connaît l'inflation sur les prix de l'électricité et les coûts de l'énergie. Donc, on va plutôt s'inscrire dans une démarche de conception et qui va éviter d'utiliser tous ces dispositifs. Voilà. Hormis sur la partie nurserie où là j'ai envie de gérer plus ponctuel, mais ça c'est beaucoup plus ponctuel. Voilà. Après, dans la conception d'une chèvrerie, effectivement, c'est bien de pouvoir intégrer des aires d'exercice.
Alors, c'est quand même assez compliqué de gérer les aires d'exercice, parce que ça, à la fois, bon là, quand je prends un bâtiment ici avec un bloc traite là, ben, il faut accéder à la laiterie ici, il faut que je puisse accéder dans mes couloirs d'affouragement, etc. Donc, ça complexifie effectivement l'organisation générale de l'implantation du bâtiment. Et d'autant plus que si j'ai 4 lots dans mon bâtiment, ça complexifie aussi les sorties. Et ça veut dire qu'à l'intérieur du bâtiment, je vais aussi peut-être réaménager un certain nombre de choses pour faire circuler les animaux. Euh, donc là, si je prends celui qui est ici, je peux me dire, ben, là, j'ai un lot qui sort ici, là, j'ai un lot qui sort là, là, j'ai un lot qui sort là, et là, j'ai un lot qui sort là. Mais si, par exemple, là, j'ai une chèvrerie existante, ce lot sortait ici et que je ne pouvais pas faire sortir ce lot-là, ça veut dire qu'il me faut que j'ai un petit couloir qui soit en bout de ma chèvrerie pour que les chèvres qui soient ici, si je ne veux pas mélanger mes lots, elles puissent sortir en allant vers ici et en coupant cette terre par ici. Vous voyez que c'est un peu le casse-tête hein, quand on fait ça. Donc là, c'est un autre exemple sur une chèvrerie existante où là, il y a un couloir de distribution avec le roto qui est ici, puis il y a 4 aires paillées là. Et là, alors dans le cas présent ici, excusez-moi, je reviens dans le cas présent ici, là, on a la possibilité que les chèvres elles aient une sortie permanente et que c'est elles qui gèrent leur bien-être en fonction de comment ça se trouve, parce que ça, c'est directement connecté à l'aire d'exercice à la chèvrerie. Ici, ça peut l'être ici par un jeu de clôture, hein, si on ne passe pas. Quand on est dans cette, je reviens à ma chèvrerie existante où là, ben, je ne peux pas accéder ici. Là, c'est un projet avec des ombrières photovoltaïques dessus. Et il y a 4 aires d'exercice qui sont faites, qui vont être réalisées. Là, chaque lot est sorti, il reste dedans et il ressortira quand ça sera l'heure de la traite ou l'heure de la bouffe, quoi. Voilà. Donc voilà pour cette partie conception. Bon, ça c'est un indicateur de prix, c'est issu des référentiels de conception et de prix. Hein, vous avez les références après. Ça c'était mes prix 2020. Alors 2023, ben après Stéphane Couton il confirmera. Aujourd'hui, on est plutôt sur globalement 20% d'augmentation parce qu'en fait, même si on a une tendance baissière là sur les charpentes, notamment pour retrouver des niveaux pas comme avant, mais un peu plus abordable, il s'avère aussi que tout le reste a augmenté. C'est-à-dire que ce soit la partie électricité, le câblage, les abreuvoirs, le matériel de traite et tout ça, ça a augmenté aussi. Donc, les incidences sont assez fortes. Donc, aujourd'hui, si vous me demandez comment ça va coûter une chèvrerie, ben, je vous dis, ben voilà, si ces 200 places, ça coûtait 150 000 en 2020, en 2023, ça ferait peut-être 170 ou 180, quoi. Voilà. Bon, voilà. Bon. Et après, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ça. Et donc, en termes de documents, donc ça c'est une publication de la Chambre d'agriculture Charente-Maritime de Sèvres sur ce référentiel de prix là, dans lequel vous avez tous les éléments indicatifs. Après, il y a un autre document fait par l'IDEL sur la ventilation des bâtiments d'élevage de ruminants. C'est un gros pavé, enfin un gros pavé très intéressant, très fourni sur la ventilation des bâtiments ruminants. Et là, c'est un document qui est sorti en 2021 sur guide de conception d'utilisation des bâtiments d'élevage pour chèvres et chevrettes en bonne santé, qui a été publié par l'IDEL avec des coproductions GDS, Chambre d'agriculture, etc., et qui traite du bâtiment, chevreaux, chevrettes et chèvres. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et donc, renvoi aux questions pour l'instant. Merci Christophe. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la partie qui vient juste d'être présentée ou des questions qui vous seraient revenues sur les parties précédentes? Encore une fois, il ne faut pas hésiter, c'est l'occasion de pouvoir échanger directement et d'avoir des réponses si vous avez des questions précises, techniques. Du coup, Christophe, Arnaud Bruel, là, Oui, salut sur Arnaud. ta diapo, salut. Sur ta diapo par rapport à l'orientation du bâtiment. Là, tu parlais de haies, mais
tu présentes plusieurs possibilités. Pour toi, tu aurais à implanter un bâtiment sur une parcelle sans particularité. Tu as la possibilité de choisir, de positionner ton bâtiment. Tu préconises quoi par rapport, par exemple, au bâtiment que tu as choisi de présenter là, avec un couloir d'alimentation latéral et en plus, c'est des bâtiments HTTL, il me semble. Moi, je le mettrais, je le mettrais façade plein sud parce que l'été, mon soleil, il est à midi, mon soleil est vachement haut, donc il y aura moins d'incidence sur la globalité, sur ma façade, sur la longueur de ma façade, et que l'incidence ouest, elle sera plus faible, elle sera qu'au niveau du pignon, quoi. Ouest-sud-ouest, ce sera plutôt au niveau du pignon ouest, donc ça aura moins d'incidence sur le réchauffement par rapport au matériel du bâtiment. En sachant que, effectivement, si je conçois un bâtiment aujourd'hui, je ne vais pas mettre des matériaux qui vont accumuler la chaleur. Donc, bon, après, il y a la problématique du bloc traite où est-ce que je le mets? Dans ce cas-là, comme je veux essayer de préserver mes façades, parce que là, c'est des bâtiments bovins là, qui sont cités en exemple. J'ai un bloc traite à mettre que je mettrais peut-être perpendiculaire au niveau du nord, voilà, de façon à avoir le plus de façades exposées, enfin, je veux dire, que ce soit au nord ou au sud, hein, par rapport à la ventilation, quoi, pour faire de la transversalité. Après, je ne sais pas, toi, tu ferais comment? Vas-y. Parce qu'en fait, la problématique est en peut fait, être la même en bovin. c'est vrai que c'est un sujet, hein. Oui, oui, mais c'est un sujet C'est un qui est vrai tout à fait sujet. ouvert, hein, il n'y a pas de vérité absolue, parce que bon, je ne veux pas dire qu'on tâtonne, on essaie de dire, voilà, il y a une situation, si on fait ça, les conséquences c'est ça, si on fait ça, les conséquences c'est ça, donc après, quelle décision on prend, hein? C'est vrai que nous, en bovin, les bâtiments sont souvent ouverts. Enfin, on essaye le Oui, plus oui. possible d'avoir des bâtiments ouverts, y compris l'hiver. Donc, on a moins la problématique des bâtiments fermés comme en chèvre, ou en tout cas fermés l'hiver. Donc là, ton explication, ça me convient plutôt bien. Nous, en système laitier, oui, on peut rechercher le sud-est si on est en semi-ouvert, sud-est ou sud. Là, tu proposes un sud ouvert l'été et protégé du soleil chaud de l'ouest en fin de journée, pourquoi pas. Ça me satisfait plutôt bien. Effectivement, le soleil d'été est au zénith à midi. Donc, si tu mets pas de translucide, si tu isoles, ça me convient bien. Voilà. Si je peux me permettre, pour compléter la réponse, moi j'ai remarqué un petit peu qu'en période de canicule, soit on n'a pas de vent, soit on a plutôt du vent d'est. Alors moi je resterais plutôt sur des orientations sud-est, quoi. De façon à bénéficier un peu du vent qu'il peut y avoir venant de l'est, quoi. Parce que c'est ce qu'on a eu cette année. Oui, mais globalement, sur la région, moi je constate que la hausse des vents se déplace un peu. Oui, On oui. a beaucoup plus de vent d'est en période plutôt, tu vois, avril, mai, juin, là d'ailleurs, ou en plein été. Les vents d'ouest étant plutôt les vents de pluie en général. Enfin, Alors, le souci du coup, c'est que à l'est, en t'orientant un peu vers l'est, là, tu as un soleil qui se lève, qui peut être chaud en période de canicule, et du coup, ça peut te faire monter la température rapidement du bâtiment avant qu'il monte et qu'il y ait l'ombre portée qui réduise un peu la température, mais du coup, le soleil du matin, l'été, si tu veux, vraiment le soleil bas qui rentrera dans le bâtiment, c'est pas celui qui va chauffer. À 9h, 10h, déjà, le soleil il commence à être haut. Si tu as un débord de toiture, ça va déjà commencer à compenser. ouais, peut-être, effectivement. C'est vrai que ça monte très rapidement. L'angle d'élévation est plus élevé l'été, quoi. L'hiver, oui, d'accord, mais pas l'été. C'est toujours une affaire de compromis. Oui, C'est oui. jamais très facile d'avoir une position arrêtée.
Mais de c'est pas- compromis et de matériaux. C'est juste pour montrer une photo. Alors, excusez-moi, vous allez voir plein de choses, mais bon, je cherche une photo. Alors, la bibliothèque, c'est en Vendée en plus, hein, donc, ouais. Attendez, je suis en train de chercher, il faut que je me repère où est-ce que les liens de bâtiment. Je sais pas si je vais la retrouver, hein, parce qu'après, quand on cherche, on trouve. en Faut faire recherchant les par sorties mots-clés. non, parce que c'est un peu mélangé mes trucs. Tu ne retrouveras pas le nom. J'ai pas le temps. Non. Je vais vous montrer autre chose alors que j'ai dit que je voulais vous montrer tout à l'heure. Si, voilà. Il est trouvé. Ça, si, voilà, je vais vous montrer. Ici, cette façade-là, elle est pleine est. Et donc, j'ai une chèvrerie qui est hantée. Et donc là, j'ai une partie nurserie et de l'autre côté, j'ai mon bloc traite qui est plein ouest. Et en fait, là, l'éleveur, il n'a pas fait ce que je lui ai dit. Il a mis une jupe. Mais j'ai dit, il ne faut pas mettre de jupe. Donc, il a mis une jupe ici. Et le matin d'été, enfin, printemps-été, ça chauffe à fond ici. Et c'est intenable dans le bâtiment, en fait. Parce que ça vient cogner directement dessus et ça réchauffe de manière très importante le bâtiment. Donc là, effectivement, par rapport à ce qu'on vient de dire, là, il aurait été judicieux d'avoir une avancée de toiture de 50 à 80 cm, d'avoir 50 cm de bandeau translucide qui soit protégé par l'avancée de toiture et d'avoir un claire-voie coulissant, par exemple, ici pour faire ma ventilation pour mon bâtiment chevrette. Alors là, il a fait une courette devant parce qu'effectivement, et ouvert une porte parce qu'il fait tellement chaud qu'il dit je fais sortir les animaux dehors. Ben, de toute façon, quand on a un problème de ventilation, ben, on fait une cour et on ouvre le mur et on fait sortir les animaux. Ben, voilà, c'est un exemple de cette problématique qu'on a effectivement même au niveau de l'Est. Après, je voulais vous montrer une autre photo d'aménagement de bâtiment. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça? Là, voilà. Donc là, j'avais un bâtiment existant, j'avais un deuxième bâtiment existant, puis j'avais un deuxième demi-bâtiment existant ici. Donc des bâtiments qui étaient côte à côte, qui étaient couverts en fibrociment avec des translucides partout. Donc il y a un projet de réaménagement général, de changement de la couverture, avec mise en place donc de panneaux sandwich en tôle laquée isolée en 40 mm. Et donc on supprimait toute la lumière partout. Donc on a compensé la lumière avec un puits de lumière au milieu, pas très large pour pas trop faire rentrer le soleil. Et puis, alors là j'ai un bout de cuisine et puis de l'autre côté, il y a un rideau. Et après, ici, il y aura la pailleuse et après, il y aura un rideau. Donc, je monte là. Donc là, ils ont mis en place un rideau voilà, pour faire la ventilation, pour qu'il y ait une transversalité. Voilà. Bon, là, j'ai pris ça la semaine dernière, donc c'était fermé, bien sûr. Ça, c'est l'avancée. Alors, la caractéristique du truc, c'est que ici, on est à l'est. Et de l'autre côté, on ne peut pas rentrer, c'est bouché. Donc, pour pouvoir rentrer ici, plutôt que de faire X portails, eh bien, on n'a fait qu'un seul grand portail devant chaque bâtiment. Alors, autant vous dire que l'été, c'est 100% ouvert. Donc là, on est ouvert sur le pignon est à 100% et puis avec la façade de l'autre côté. Donc ça, c'est une rénovation de bâtiment existant, de chèvrerie existante. Et vous voyez ici, j'ai mes parevents et j'ai mon translucide ici qui fait rentrer ma lumière dans mon bâtiment avec une réno. Et ça a été réalisé au printemps et il m'a dit que cet été, ben, j'ai pas eu de problème particulier. Bon, ben, tant mieux. Voilà. Alors, je ne suis pas passé l'été pour voir comment c'était. Mais à l'intérieur du bâtiment, vous voyez la réno, donc le bâtiment réisolé et mon puits de lumière qui est là. Alors, bon,
En fonction de l'orientation du soleil, ça peut éventuellement chauffer un peu ici. Je dois être entre 60 et 80 cm, hein, c'est maximum. Je ne voudrais pas aller au-delà, hein, parce qu'après, ça fait trop d'ouverture, trop de translucide et ça participe au réchauffement du bâtiment. Mais comme j'ai 3 bâtiments côte à côte, je suis obligé de faire rentrer de la lumière, sinon ça va faire sombre. Et là, j'y suis allé, c'est un jour comme aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, donc bon, il y a des lumières qui sont allumées, hein. Mais bon, il faisait pas noir dans le bâtiment avec mon bout de translucide là, hein. Pour répondre à la question, je ne sais plus qui m'a posé la question des translucides tout à l'heure, en toiture par rapport sur les côtés. Là, globalement, dans mon bâtiment, il est relativement lumineux sans toutefois avoir beaucoup de translucides directement qui vont participer au réchauffement. C'est le compromis en dire je mets un peu de lumière, mais voilà, pas de trop pour pas que ça se réchauffe. Voilà. Merci Christophe. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans les participants? Aucune question sur aucune partie de ce webinaire? Très bien. Du coup, Christophe, je te laisse passer aux petites diapos suivantes. Et puis Stéphane, du coup, on va te laisser la parole, te présenter et puis présenter rapidement les 2 dernières diapos qui restent. D'accord. Donc Stéphane Coutan, moi je suis conseiller bâtiment à la Chambre Pays de la Loire. Voilà. Sur la région Pays de la Loire, on est Ton micro sature, on t'entend pas, ça coupe. Alors, je sais pas si. Vas-y, réessaye. oui, il se ferme. Non, ça marche pas. C'est bizarre parce que ça marchait très bien tout à l'heure quand tu es intervenu et puis là, du coup, ça grésille, on t'entend pas bien. Là, c'est mieux, là? Ah, là, c'est mieux, oui. D'accord, j'ai reculé un peu l'ordinateur. Oui, donc Stéphane Coutan, conseiller bâtiment à Chambre d'agriculture, Pays de la Loire. Moi, je suis basé à Beaupro. Sur la région, en fait, le service bâtiment, on est 11 conseillers bâtiment. On a une équipe de 6 dessinateurs, 4 assistantes. On a aussi 2 architectes à disposition dans le cadre de la SICA d'habitat rural Pays de la Loire. Et donc, on peut accompagner les éleveurs sur tous les projets, je dirais de l'avant-projet jusqu'au dépôt du permis de construire, sur un peu tout type de bâtiment, y compris les bâtiments caprins d'ailleurs. Voilà, bon, avec Christophe, on se connaît quand même depuis longtemps maintenant. On a pas mal échangé sur ces bâtiments-là. Voilà ce que je peux dire sur l'activité un peu Pays de la Loire en tout cas. Et donc voilà, donc ça c'était un peu pour illustrer sur les domaines d'intervention, l'avant-projet bâtiment, sur le conseiller en bâtiment. On intervient aussi sur bâtiments un peu plus spécifiques, notamment sur un petit peu des bâtiments caprins qui peuvent être avec transformation. On peut aller aussi jusqu'à l'accompagnement des locaux de transformation, magasins de producteurs aussi. Voilà. Et on a aussi 2 géobiologues. Ça va parler à Christophe, qui est aussi géobiologue. On a aussi 2 géobiologues sous la main pour les diagnostics. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Parfait, merci beaucoup. Merci. Juste pour compléter par rapport à ce que vient de dire Stéphane, par rapport aux 2 géobiologues, donc Olivier Ranchy et puis Stéphanie Leduc, mes collègues donc dans la région Pays de Loire. Donc, c'est de pouvoir intervenir lorsqu'il y a un projet de bâtiment neuf, c'est d'intervenir avant pour essayer de regarder où sont les courants d'eau, les failles et les zones les plus pathogènes de façon à implanter le bâtiment du mieux possible. Alors, effectivement, ça vient se rajouter à tout ce qu'on a dit avant sur l'orientation du bâtiment, les problèmes d'urbanisme, les accès, les tartempions. Mais ça peut être judicieux car si mon roto ou ma salle de traite est située sur un croisement de cours d'eau avec une faille, etc., ça ne va pas être très bon. Donc, si je peux déplacer mon bâtiment de 5 ou 10 mètres, par exemple, de façon à ce que l'endroit du bâtiment qui est le plus sensible, je dirais le bloc traite au niveau de l'élevage caprin, enfin l'élevage bovin pareil, eh ben, je vais le mettre là plutôt dans une zone plutôt neutre où il y aura le moins de problèmes possibles.
Parce que les animaux, ils viennent y donner leur lait. Donc, s'il y a des zones s'il y a des perturbations, ça va pas faciliter le fonctionnement de mon bloc trade. Donc, de l'anticiper avant, c'est mieux. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, ceux qui pourraient être amenés à mettre du photovoltaïque sur leur bâtiment, ça peut se faire en chevrerie. Il n'y a pas de aujourd'hui, enfin, il y a pas de. C'est pas forcément idéal de mettre du photovoltaïque sur le bâtiment parce que ça crée des problématiques complémentaires. Mais c'est pas voilà, aujourd'hui ça se fait beaucoup, donc c'est pas interdit. Donc appliquer un minimum de principes de précaution qui est de déconnecter le local onduleur du bâtiment, notamment s'il est métallique, de façon à ce que tout ce qui se passe au niveau des onduleurs, les champs électromagnétiques sont générés, il n'y a pas de retransmission dans la structure du bâtiment, d'une part, et d'autre part, la localisation des prises de terre du photovoltaïque ou voire du bâtiment, de les positionner en zone neutre, car si vous avez un courant d'eau qui traverse le bâtiment, quand je dis un, si vous en avez un, sur un bâtiment de 60 mètres de long, vous avez 3, 4, 5, 6 courants d'eau qui traversent le bâtiment, ça c'est complètement courant. Si vous positionnez, c'est déjà une perturbation en tant que telle. Alors, on ne peut pas l'éviter, mais les animaux, dans le bâtiment, dans l'air paillé, ils vont se mettre là où ils se trouvent le mieux. Parce qu'eux, ils perçoivent beaucoup mieux les choses que nous. Et la parenthèse, quand ils viennent dans le bloc trade, ils ne choisissent pas l'endroit où ils vont être. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit en zone neutre. Donc, je reviens à ma veine d'eau. Ma veine d'eau, c'est déjà une perturbation en elle-même. Si mon piquet de terre ou ma prise de terre passe à l'endroit où il y a la veine d'eau et qu'il y a des courants de fuite qui y vont, ça va circuler dans la veine d'eau et accentuer le niveau de perturbation. Donc, quand on fait une centrale photovoltaïque, c'est bien, en termes de prévention, de faire passer le géobiologue pour qu'ils disent ou mettre la prise de terre au bon endroit pour pas que ça pose des problèmes. Voilà. Merci C'était beaucoup, tout. Christophe, pour tous ces détails. Est-ce que ça fait venir certaines questions à des participants qu'ils n'auraient pas encore posées? Il n'y a pas de questions particulières. On remercie beaucoup Christophe de nous avoir fait cette présentation. Et puis du coup, on va conclure là-dessus et on va vous libérer. Eh ben, merci Christophe. Et bien, merci à vous de votre attention. Pardon. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à une prochaine. Merci. À une prochaine. Merci beaucoup. Plaisir. Merci.